Clément Rosset. Ça vous parle? Oui, parce que il a parlé de Nietzsche de manière admirable. C'est un très grand philosophe, peu connu, pas médiatiquement connu comme Deleuze et tout ça, mais remarquable. Il a... Dionysos, vous avez dit? Il n'y a pas eu un moment? Bah oui, l'actualité de Nietzsche est étonnante. Comment ça se fait qu'un homme si malade, si perdu, si dingue et génial puisse occuper l'espace de tous nos entretiens partout? C'est la modernité. Il a interrogé tout ce qui est moderne. Et moi, alors donc, moi je ne m'y connais pas en illustration. Flaubert haïssait l'illustration, vous savez. Il détestait ça. Ah oui, il haïssait ça parce que réduire par une image, quand on lui a proposé... Sauf que là, pardonnez-moi, alors là, justement, c'est Platon. Oui, non, mais je suis pas en train de dire ça. mais... Moi, j'ai lu le gars... Non, mais moi, je n'ai pas d'opinion là-dessus. D'habitude, l'illustration, c'est tout un problème pour là. Là, on est dans autre chose avec eux. En plus, c'est tous les Grecs dont ils parlent. Non, mais il y a une OPA formidable de l'Allemagne sur les destins électifs des peuples. Donc l'Allemagne a englobé, quand elle l'a souhaité, et le destin hébraïque, et le destin grec, et tout ça. Et je crois qu'on peut s'autoriser à retourner vers la Grèce sans passer forcément par Nietzsche, par Hegel, par toutes ces choses-là qui sont admirables, mais qui sont d'un autre monde, qui sont d'une autre hystérie. Je crois qu'il y a une apparente... je crois qu'il y a une apparente simplicité grecque qui me plaît. L'idée que les Grecs n'aient jamais demandé à être le plus grand peuple de leur époque, mais qu'ils aient créé un espace qui permet la création d'une pensée dialectique. Qu'on le veuille ou non, la pensée allemande restera pour moi toujours un dogmatisme. Parce que c'est un professeur qui s'adresse... Pas Nietzsche quand même. Pas Nietzsche quand vous entendez Fabrice Lucchini le lire. Ça finit accroché à un cheval fou qui court dans la ville. Ah. C'est pas la même chose que de boire... On va pas faire des trucs... C'est pas la même chose que de boire. On va pas faire Trissotin et Vadius, on va pas se mettre à se répondre comme si... Il a pas tort, en plus il est brillant le monsieur, il écrit bien et tout, il fait des beaux films. Mais c'est vrai que je pense pas que Nietzsche soit mais on va pas s'amuser à ça. Mais je peux avoir une passion pour Nietzsche, mais je la dirai dans un autre livre. Voilà, il va la dire dans un autre livre. Vous avez fait aussi des livres de bande dessinée, là où cette fois-ci vous êtes à la fois l'auteur, le scénariste et le dessinateur sur la philosophie. Mais pour le dire autrement, j'oserais jamais résumer Nietzsche à une bande dessinée. En revanche, je pense qu'on peut mettre la pensée dialectique platonicienne en bande dessinée parce qu'elle relève de cet enseignement. Nietzsche, vous osez pas, Sophocle, vous osez vous. C'est pas ça. C'est qu'il y a quelque chose... Sophocle, qu'on le veuille ou non, c'est de la poésie populaire. Ça s'adresse à tous. Ça raconte le meurtre, ça raconte le sang, et la bande dessinée peut être le vecteur de ça. Il y a chez Nietzsche quelque chose qui est déjà une relecture, qui est déjà une recompréhension. Il y a tellement de dangers, on peut vraiment se foutre dans la merde avec Nietzsche. J'irai pas sur une bande dessinée. Comment travaillez-vous ensemble, Christophe Blain? Comment ça se passe, la collaboration avec Sfar? C'est difficile à raconter parce qu'en fait, il se passe presque rien. On se connaît depuis quasiment 20 ans. Johan écrit, il prend 6 cases comme ça, il écrit des petits dialogues, il me les relit, avec difficulté parce qu'il a du mal à se relire tellement c'est mal écrit. Moi-même, j'arrive pas à... Alors, il me raconte, il me dit, t'as compris, espèce d'imbécile, c'est bien ça que j'ai raconté. Voilà, après, je prends la feuille, et puis comme je dessine pas immédiatement, j'oublie je le reprends quelques jours après, je suis incapable de relire, donc j'essaye de le joindre, j'y arrive jamais. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'était au départ l'histoire de Sfar, si je comprends bien. Alors, en même temps, il tient énormément à ce qu'il a écrit, donc si jamais je change un mot, je me fais agonir. Non, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, Johan me fait totalement confiance. On n'a pas du tout la même façon de raconter des histoires. C'est-à-dire que lui, c'est du dialogue, c'est des joutes oratoires, c'est des personnages qui tournent autour de cette joute oratoire, alors que moi, ils tournent autour de leurs passions, leurs actions, de leur énergie. Et la rencontre des deux est un petit peu difficile au départ, parce qu'il m'écrit des dialogues qui sont complètement abstraits. On ne sait pas quelle image le dialogue en soi suffit. C'est déjà de l'action. Il faut trouver une action qui réponde sans être redondant, etc. Et en fait, ce que j'essaye de faire, c'est de faire des images qui, lui, vont le faire rire. C'est-à-dire que mon but, c'est, il a écrit ça, il ne sait pas ce que je vais dessiner, et que ça le fasse marrer. C'est là qu'on a ce qu'il appelle le dialogue amoureux, enfin en tout cas le dialogue de copains qui essayent de se faire rire. Il se fout de ma gueule, il passe son temps à se foutre de ma gueule. C'est-à-dire que moi je m'imagine toujours que je vais faire une tragédie grecque et lui il passe son temps à m'expliquer que je fais Maciste contre les hommes de fer en gros. Enfin, j'ai le sentiment que c'est là-dedans qu'il a fait sa dernière couverture en pensant à Jimi Hendrix. J'aime bien qu'il me ramène pratique, ça, parce que quand vous allez diriger ce que vous êtes en train de faire avec Gainsbourg, le film, attendez-vous au pire vous-même, non?
Oui, mais là, j'ai l'intelligence d'éviter d'avoir un copain sur le dos parce que je me sentirais ridicule tout le temps. C'est quand on peut faire ça dans l'intimité de notre atelier. Ouais. Quand on est dans une grande équipe, il vaut mieux être sûr de soi. Mais là, le danger d'être à deux, de lui donner une feuille blanche, de lui laisser... Effectivement, le dessin dit tout parce qu'il peut faire dire l'inverse du texte, parce qu'il est là pour ridiculiser le personnage. Mais ça se sent bien la dialectique entre vous dans le livre, hein, dans les livres que j'ai lus là pendant tes 8 jours là. Il y a une chose qui est très fraîche, très nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a du texte, puis il y a un dessin vivifié comme ça, il y a un texte qui est très libre, et il y a une image qui est... C'est pas l'illustration qui prétend parler de ce qui... Vous voyez, vous avez ça, votre histoire se traduit. Et je dirais la jouissance de votre histoire se traduit dans votre travail. Et puis il se moque du locuteur, par exemple. Moi, les gens me disent, ce qu'on a préféré dans le 2e volume, c'est quand le chien est tellement heureux qu'il devient gros. Mais c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est lui qui tout d'un coup l'a fait gros parce qu'il bouffait beaucoup. Il a trouvé que le chien allait bien. Et moi, j'aime bien que ça fasse naître des choses comme ça. Et il y a une histoire d'amour entre Héraclès et Ulysse. Évidemment, Ouais. on aime bien jouer l'ambiguïté et faire comme si c'était nous deux. C'est très amusant. Ça me permet de dessiner des scènes qui sont d'un érotisme plus qu'explicite, ce que je ferais pas quand j'écris mes histoires seules, parce que j'ose pas. Le fait de ça, je passe. Donc il vous faut le public. Mais Vous êtes comme un acteur en scène, il vous faut le public pour non, mais oser. surtout je me cache derrière Joanne pour pouvoir dessiner des images porno. Ce que je fais pas Elles quand sont branchantes, hein, vraiment, bravo. quand je suis tout seul, je fais un érotisme soft. Johannes Farr, dans un mois, sortira donc le film sur Gainsbourg. Il y a un livre d'ores et déjà disponible chez Dargaud, qui est un livre, pas exactement un storyboard, ni un livre de croquis. Il y a une très belle préface, très écrite, dans laquelle vous dites quelque chose, alors qui me saute aux yeux tout de suite, là, dès le départ. Vous dites, en réalité, avec ce film, j'ai pas voulu faire un biopic, comme on dit, sur Gainsbourg. J'ai pas voulu raconter la vie d'un héros, ni d'un type qui va devenir célèbre. J'ai voulu raconter un rapport au langage. Gainsbourg, pour vous, c'est ça ? C'est un type qui a un rapport au langage, aux mots, avant d'avoir l'envie de devenir célèbre. C'est l'histoire d'une conquête, en tout cas. Est-ce qu'il conquiert la langue? Est-ce qu'il conquiert le pays? Est-ce qu'il conquiert les femmes qu'il aime les unes après les autres et qui redéfinissent l'image de l'idéal féminin tel qu'on le conçoit en France, en allant vers de plus en plus d'androgynie, de plus en plus de modernité? Quand on dit que Gainsbourg a façonné Birkin, moi j'ai le sentiment de l'inverse. J'ai le sentiment que Birkin lui a donné la plage de repos et de bonheur nécessaire pour se reconstruire et pour enfin accepter un masque qu'on essayait de lui coller malgré lui. En tout cas, pour moi, c'est pas le réel, c'est pas le vrai monde. C'est une figure tragique, au même titre que Solal ou que Cyrano. Enfin, et j'aime bien cette damnation consentie, qui pour le coup est vraiment moderne. Ça lui tombe pas sur le coin de la gueule. Il est ravi de se transformer en Saint-Sébastien de Mantegna, qui prend des flèches de tous les côtés. Ouais. Et les dessins, c'est pas utile au film, c'est consubstantiel de mon angoisse quand je me trouve dans une équipe avec des costumes, des machins, des trucs. Donc comme je fume pas, comme on n'a pas le temps de se branler pendant un tournage, je fais des peintures. Et ensuite, ça donne ça. Ça raconte pas le film, c'est une gangue de gouaches autour de ce travail. Et je sais pas et comment... ça donne déjà une œuvre d'art. C'est l'histoire d'un type qui sait pas comment on fait un film. Je sais pas comment on fait un film. Donc l'addition des angoisses, c'est ça. Ouais, remarquez, tout à l'heure, Fabrice Lucchini disait, au départ, quand Barrault lui demande de jouer pour 8 représentations Céline, il ne sait pas forcément non plus comment on va jouer Céline. Non, oui, enfin, oui, enfin, c'est un peu différent pour... Là, c'était pas de mettre une musique sur un des écrivains qui avait la musique la plus exceptionnelle. Donc, on savait qu'il y avait un danger de réduction et de caricature, parce que c'est très difficile. L'acteur, c'est pas la même chose, mais ça revient au même que les deux messieurs qui sont là et qui sont éblouissants d'énergie et de talent. Je me sens hyper vieux, moi, en les regardant. Ça m'a déprimé. Je me suis dit, putain, ils ont 60 ans. Je vous trouve très beau, mais maintenant... C'est adorable. Mais c'est gentil. Je vous ai vu dans Beaumarchais la semaine dernière, j'ai trouvé ça sublime. J'étais content comme tout. Eh ben alors moi je suis avec tous vos livres, avec ma valise. Ils sont bien ensemble. Non mais on est tous les. Non mais ce que je veux dire par là, c'est que le danger voilà, il faut qu'un acteur s'interroge que servir un auteur, c'est servir une musique. Cette musique, c'est un long travail pour réessayer. On n'est pas comme les musiciens, on n'a pas de notes écrites. Donc c'est nous qui, en ouvrant un livre de Muret, de Flaubert ou de Baudelaire, si on dit le vin sait revêtir le plus sordide bouge d'un luxe miraculeux. Eh ben, moi, j'ai jamais lu ce truc-là. Hein. Bon, eh ben, j'ai beaucoup appuyé sur bouge, ça va pas du tout. Donc, un acteur, c'est devenir impersonnel pour que la musique de Baudelaire, exactement comme eux. Mais à quel moment, Fabrice Lucchini, sait-on que l'on a trouvé... C'est l'épuisement, c'est comme disait Jouvet en citant Artaud, tout est suspect sauf le corps.
il faut user tout ce qu'on peut mettre sur un texte. Et quand la fatigue vous impose, il y a la note qui arrive parce que ton moi est épuisé. Et comme ton moi est épuisé, il ne veut plus rien, il est absent. Et là, tu es dans la note. Mais avant, tu es dans le moi. Et un acteur ne doit pas être dans le moi. C'est bizarre parce que c'est un paradoxe étrange. C'est que c'est le moi qui entraîne à être acteur. Et puis la lutte, c'est d'enlever le moi. Vous avez